À 6 heures, un shérif m'expulse sous les yeux satisfaits de mes parents. Tu aurais dû écouter, lance ma mère. Je demande alors qui a signé l'ordre. L'officier lit le nom, hésite, et son visage se décompose. Les coups ont commencé avant même que mon cerveau ne se réveille. Des coups sourds et métalliques qui ne ressemblaient pas à ceux d'un voisin ni à ceux d'un livreur. Cela ressemblait à l'autorité, comme si quelqu'un avait décidé que je n'avais plus le droit de dormir chez moi. Je me suis assise brusquement dans mon lit, le cœur battant à tout rompre. Pendant une seconde, je ne savais plus quel jour on était. Puis j'ai vu la faible lumière grise filtrer à travers les persiennes et le réveil sur ma table de nuit. Il était juste après 6 heures du matin. Ma gorge était épaisse, comme si j'avais avalé du coton. J'ai enfilé un sweatshirt et je suis allé dans le couloir, faisant attention à mes pas par habitude, comme si la maison risquait de se réveiller et de me gronder d'exister. Les coups ont recommencé, suivis d'une voix masculine. Huissier de justice, ouvrez la porte. Mes mains sont devenues glacées instantanément. Je ne me suis pas précipité. Je n'ai pas hésité. J'ai bougé comme on bouge quand on a appris que la panique rend négligent. Et la négligence devient une histoire que les autres racontent sur vous plus tard. J'ai allumé la lumière du porche et j'ai regardé par le Judas. Un huissier de justice se tenait sur le pas de ma porte, en uniforme sombre, une main tenant un porte-bloc rempli de papier. Derrière lui, sa voiture était garée le long du trottoir, feux éteints, comme s'il avait décidé de ne pas réveiller toute la rue. C'est alors que je les ai vus, de l'autre côté de la rue, à moitié dans l'ombre. Mes parents se tenaient près de la boîte aux lettres du voisin comme des spectateurs à un défilé. Ma mère avait les bras croisés. Les mains de mon père étaient dans les poches de son manteau. Il n'était pas surpris de voir un huissier sur mon porche. Ils étaient satisfaits. J'ai ouvert la porte en laissant la chaîne de sécurité. « Madame, dit l'huissier, calme mais ferme. Êtes-vous Thérèse Dubois ?»« Oui, ai-je répondu. » Il a jeté un coup d'œil au papier. « Je suis maître Renard, huissier de justice. Je suis ici concernant une ordonnance d'expulsion exécutoire. » Le mot expulsion m'a frappé la poitrine comme une bousculade. « C'est ma maison, ai-je dit. » Ma voix ne tremblait pas parce que je ne le permettais pas. Il doit y avoir une erreur. Maître Renard n'a pas réagi. Il avait entendu cette phrase 100 fois et détestait probablement ce qui suivait à chaque fois. « Madame, dit-il, je ne suis pas ici pour débattre de la propriété. Je suis ici pour exécuter une décision de justice. » J'ai fixé la page dans sa main. Mon nom y était imprimé en lettres noires nettes, comme si j'étais une locataire qui n'avait pas payé son loyer. Pas la personne qui payait la taxe foncière, remplaçait les tuiles du toit et avait planté l'arbre derrière avec mon grand-père quand j'étais adolescente. Ma mère a crié de l'autre côté de la rue, assez fort pour que ça porte. « Tu aurais dû faire ce que la famille demandait », a ajouté mon père, la voix plate comme un verdict. « Fais tes valises. Ça se passe aujourd'hui. » Elle. Les yeux de maître Renard se sont tournés vers eux, puis sont revenus vers moi. Il a baissé la voix d'une fraction. « Avez-vous un endroit où aller ?» a-t-il demandé. La question n'était pas gentille. Elle était procédurale, mais elle m'a quand même tordu l'estomac. « Je ne vais nulle part, ai-je dit. Pas tant que vous ne m'aurez pas montré ce que c'est. » Il a soulevé légèrement la première page et l'a inclinée pour que je puisse lire sans sortir. C'était là, en gras. Commandement de quitter les lieux. Un numéro de dossier en dessous, le sceau du tribunal, la signature d'un juge que je ne reconnaissais pas. Mon pouls a essayé de grimper. Je l'ai contenu. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas demandé pourquoi à mes parents parce que je connaissais déjà la réponse. Ils n'avaient pas besoin d'une raison logique. Ils avaient seulement besoin d'une raison qui semblait acceptable aux étrangers. J'ai pointé la ligne vers le haut. Qui a déposé ça? Le regard de maître Renard a suivi mon doigt. Il a hésité juste assez longtemps pour me dire que la réponse importait. « Madame, dit-il prudemment. Les demandeurs dans cette affaire sont... » Il s'arrêta au milieu de sa phrase, regarda à nouveau les papiers, puis me regarda encore, et son visage changea. Pas de choc, pas de pitié, mais de la reconnaissance, comme quelqu'un qui venait de réaliser que le méchant se tenait bien en vue. Il s'éclaircit la gorge une fois et dit, « C'est déposé par Diane Dubois et Marc Dubois. » Mes parents ne faisaient même pas semblant d'être embarrassés.
Le menton de ma mère s'est levé comme si elle était fière que la ligne soit lue à haute voix. J'ai senti quelque chose se figer en moi. Un calme propre et froid. Parce que si les demandeurs étaient mes parents, cela signifiait qu'ils ne s'étaient pas contentés de me menacer. Ils étaient allés au tribunal et s'étaient transformés en le côté raisonnable de l'histoire. Et s'il y avait une ordonnance, cela signifiait qu'ils avaient déjà obtenu un jugement sans moi. J'ai gardé une voix égale. Quand cette affaire a-t-elle été déposée? Maître Renard a vérifié la page. Le jugement a été rendu la semaine dernière. La semaine dernière, ma bouche est devenue sèche. J'étais ici la semaine dernière. J'étais allé travailler, rentré à la maison, arroser les plantes, dormi dans ce lit. Je n'avais pas été au tribunal. On ne m'avait rien signifié. Pas d'huissier à ma porte, pas de lettre recommandée, pas d'avis scotché sur ma fenêtre. Où ai-je été signifié, ai-je demandé. Maître Renard a baissé les yeux à nouveau et cette fois sa pose était plus lourde. Il a passé son pouce sur une section en scannant. Adresse de signification indiquée, 128 impasse des Tilleuls. Je n'ai pas répondu parce que mon cerveau refusait déjà la réalité. L'impasse des Tilleuls n'était pas mon adresse, et ce n'était aucune adresse que j'avais eue dans ma vie d'adulte. C'était la petite location où mes parents vivaient il y a 15 ans avant de déménager. L'endroit avec une allée fissurée et la boîte aux lettres qui penchait comme une dent fatiguée. Un endroit où je n'avais pas mis les pieds depuis le lycée. Ce n'est pas mon adresse, dis-je calmement. Ce n'est pas là que je vis. La mâchoire de Maître Renard se serra légèrement. Il n'a pas dit je sais. Il a dit, c'est ce qui est sur l'acte de signification. Ma mère a crié à nouveau, plus douce maintenant, comme si elle jouait pour l'huissier. Nous avons essayé de faire ça à l'amiable, Thérèse. Tu nous as forcés. Je ne l'ai pas regardé. J'ai regardé Maître Renard. Pouvez-vous me montrer l'acte de signification, ai-je demandé. Il a tourné une page en arrière. Madame, je peux vous montrer ce que j'ai. Il l'a incliné pour que je puisse lire. Une ligne indiquant que la signification avait été effectuée, une signature, une date, une heure, et une description qui m'a glacé la peau. Signification à personne présente acceptée par occupante adulte de sexe féminin à l'impasse des Tilleuls. Occupante adulte de sexe féminin. Impasse des Tilleuls. Mes parents avaient utilisé une adresse qu'ils contrôlaient et avaient prétendu que quelqu'un avait accepté les papiers en mon nom. J'ai lentement regardé de l'autre côté de la rue. Ma mère me regardait avec un visage calme et exercé, comme si elle avait déjà répété comment cette journée allait se passer. Et à ce moment-là, j'ai compris le but réel de l'expulsion. Ce n'était pas juste pour m'humilier. C'était pour me presser, me forcer à faire mes valises, partir, perdre le contrôle de la maison, me rendre trop dispersé pour me battre à temps. Parce que si je ne trouvais pas un juge pour arrêter ça, un huissier me retirerait légalement de la maison que mon grand-père m'avait laissée. J'ai dégluti une fois, gardant ma voix basse. Cette maison était à mon grand-père, ai-je dit à Maître Renard. Il me l'a laissée. Maître Renard n'a pas discuté. Il a simplement tenu les papiers plus fermement comme s'il détestait être le système de livraison pour la cruauté des autres. Madame, dit-il, si vous pensez que l'ordonnance du tribunal a été obtenue de manière irrégulière, vous devez contacter le tribunal immédiatement et déposer un référé d'urgence. Je ne peux pas vous dire comment faire. J'ai hoché la tête une fois. Je comprends. Il a baissé les yeux, puis les a relevés, et sa voix est devenue encore plus prudente. Il y a encore une chose, dit-il. Cette ordonnance autorise la possession immédiate. Mon estomac s'est noué. Immédiate. Il m'a regardé droit dans les yeux. Professionnel et pas méchant. Sans une suspension par un juge, dit-il, je dois vider cette maison avant midi. Je ne suis pas resté là à discuter avec un huissier à ma porte. Discuter aurait donné à mes parents ce qu'ils voulaient. Une scène, une histoire, et une raison de pointer du doigt et dire que j'étais instable. Alors, j'ai fait la seule chose qui comptait. J'ai constitué un dossier. J'ai demandé à Maître Renard de tenir les papiers stables pendant que je prenais des photos claires de chaque page. Le numéro de dossier, le sceau du tribunal, la ligne de signature, l'adresse de signification, le libellé du retour de signification. Puis je suis rentré, j'ai fermé la porte doucement et j'ai glissé le verrou comme si cela pouvait m'acheter du temps. Ça ne le pouvait pas, mais la documentation le pouvait.
Par la fenêtre, je pouvais encore voir mes parents de l'autre côté de la rue, regardant comme s'ils attendaient que je commence à jeter des cartons sur la pelouse. Ma mère avait cette même immobilité satisfaite qu'elle portait quand elle pensait m'avoir coincé dans l'obéissance. Je ne lui ai pas donné la satisfaction du mouvement. J'ai attrapé mon portefeuille, mes clés, mon téléphone, engourdi, et une petite pochette inifugée du tiroir où je gardais les choses ennuyeuses qui deviennent une question de vie ou de mort quand d'autres décident de devenir créatifs, ma copie de l'acte de propriété. La lettre de succession de mon grand-père, les avis de taxes foncières et l'assurance habitation à mon nom. Puis j'ai appelé le greffe du tribunal judiciaire alors que je me tenais encore dans ma propre cuisine. La ligne a sonné 2 fois. Greffe civil, a répondu une femme, d'une voix vive. J'ai une ordonnance d'expulsion contre moi, dis-je calmement. Je n'ai jamais été assigné. J'ai besoin de savoir comment demander une suspension d'urgence et faire opposition au jugement. Il y eut une pause, des touches qui cliquetaient, le genre de pause qui signifiait qu'elle avait sorti le numéro de dossier et décidé de combien de pitié le système était prêt à offrir à 6 heures du matin. « Quel est le numéro de dossier » demanda-t-elle. Je l'ai lu sur la page. Elle a tapé à nouveau, plus longtemps cette fois. Puis sa voix a changé, juste un peu moins scriptée. « Madame, dit-elle, c'est une procédure pour occupation sans droit ni titre déposée par Marc et Diane Dubois. Jugement par défaut rendu la semaine dernière. Je n'ai jamais été signifié, répétai-je. L'adresse de signification indiquée est impasse des Tilleuls. Ce n'est pas mon adresse. Une autre pause. Plus de touches. Je vois le retour de signification, dit-elle prudemment. Il dit signification à personne présente acceptée par une occupante adulte de sexe féminin. Ce serait ma mère, dis-je. Et ma voix est restée égale parce que si je me laissais aller à la rage, je perdrais du temps. Qu'est-ce que je fais tout de suite? Vous devez déposer un référé d'heure à heure pour suspendre l'exécution, dit-elle. Et une opposition au jugement par défaut. À quelle vitesse cela peut-il être entendu, demandai-je. Elle hésita. Ça dépend du calendrier du juge. Ça doit être entendu aujourd'hui, dis-je. L'huissier dit qu'il doit vider la maison avant midi. La greffière expira doucement comme si elle n'aimait pas ce qu'elle allait dire, mais qu'elle allait le dire quand même. Venez au tribunal dès l'ouverture, dit-elle. Apportez une pièce d'identité et un justificatif de domicile. Apportez toute preuve que vous n'avez pas été signifié. Et si vous avez la preuve que vous êtes propriétaire, apportez-la aussi. Je l'ai, dis-je. D'accord, répondit-elle. Et madame, ne tardez pas. Si l'ordonnance est exécutée, ça devient plus difficile. Difficile signifiait le genre de difficile qui détruit les gens financièrement et appelle ensuite ça la procédure. J'ai raccroché, attrapé la pochette et je suis retourné à ma porte d'entrée. Maître Renard était toujours sur mon porche, attendant avec la patience d'un homme qui n'aimait pas son travail. Mes parents étaient toujours de l'autre côté de la rue, immobiles. J'ai ouvert la porte à nouveau avec la chaîne. Je vais au tribunal, ai-je dit à l'huissier. Je dépose un référé de suspension. Il a hoché la tête une fois. C'est ce que vous devez faire. Ma mère a crié, le poison le plus doux. Tu peux déposer ce que tu veux. C'est déjà fait. La mâchoire de Maître Renard s'est serrée à son ton, mais il n'a pas répondu. Il m'a juste regardé. Madame, dit-il plus bas. Je n'ai pas le droit de donner des conseils juridiques, mais je peux vous dire ceci. Si vous obtenez une ordonnance de suspension signée, appelez notre bureau immédiatement. Ils m'instruiront de ne pas exécuter. Je comprends, dis-je. Pouvez-vous me donner le numéro du bureau? Il hésita, puis l'écrivit sur le coin d'une carte et la glissa vers la fente de la porte. Mon père a finalement parlé à nouveau, plus fort cette fois. Fais tes valises. Ne rends pas ça laid. J'ai croisé son regard de l'autre côté de la rue et j'ai gardé ma voix calme. Vous avez rendu ça laid quand vous avez menti à un juge, dis-je. Le visage de ma mère s'est crispé, mais elle a souri quand même, comme si elle pensait que mes mots n'avaient plus d'importance. J'ai fermé la porte sans leur donner une autre réplique. Puis je suis sorti par la porte arrière, j'ai contourné la clôture et je suis monté dans ma voiture sans avoir à passer devant eux comme s'ils possédaient le trottoir. Sur le trajet vers le tribunal, le ciel s'est éclairci dans cette couleur pâle du matin qui rend tout inoffensif. Mes mains étaient stables sur le volant. Mon esprit ne l'était pas.
Je continuais à penser à l'impasse des Tilleuls, à mes parents signant des papiers destinés à moi et prétendant ensuite que le tribunal m'avait signifié. À la facilité avec laquelle un mensonge devient un jugement quand vous ne savez pas que vous êtes censé vous présenter. Quand les portes du tribunal se sont ouvertes, j'étais déjà là. Le bâtiment sentait le désinfectant et le café rassis. L'agent de sécurité au détecteur de métaux avait l'air à moitié endormi jusqu'à ce que je pose les papiers de l'ordonnance sur le plateau et que je dise « J'ai une expulsion en cours d'exécution aujourd'hui ». Ses yeux se sont aiguisés. Il m'a fait passer plus vite que quiconque dans la file. À l'étage, le guichet du greffe civil avait une mince file de gens tenant des dossiers comme des gens qui se noient retiennent leur souffle. J'ai attendu mon tour sans bouger car chaque mouvement semblait pouvoir être interprété. Quand j'ai atteint le guichet, j'ai glissé ma carte d'identité et les photos de l'ordonnance. J'ai besoin d'une suspension d'urgence et d'une requête en opposition, dis-je. Je n'ai jamais été signifié. L'adresse de signification est fausse. Le greffier, un homme aux yeux fatigués avec un badge accroché à son col, a tapé mon numéro de dossier et a froncé les sourcils presque immédiatement. « Vous êtes à cette adresse ?» demanda-t-il, lisant le dossier. « Non, dis-je. Cette adresse est l'ancien domicile de mes parents. Je n'y ai jamais vécu en tant qu'adulte. » Il a cliqué à nouveau, a sorti un document scanné et a tourné légèrement son écran pour que je puisse voir un formulaire de preuve de signification avec une ligne de signature et une description de l'occupante adulte de sexe féminin qui avait prétendument accepté les papiers. Mon estomac s'est noué. La signature était un gribouillage, mais l'écriture du nom imprimé en dessous était soignée. Diane Dubois. Ma mère n'avait même pas pris la peine de le cacher. Elle a signé pour ça, dis-je doucement. Les sourcils du greffier se sont soulevés d'une fraction. Elle est la plaignante. Oui, répondis-je, et elle a accepté la signification en mon nom à une adresse où je ne vis pas. Il a fixé l'écran un instant de plus qu'il n'en avait besoin. Et puis il a fait quelque chose qui m'a dit qu'il ne faisait pas juste son travail. Il a imprimé le formulaire de signification et l'a glissé sous la vitre. Surlignez ça, dit-il bas. Ça compte. J'ai pris le papier avec des mains qui restaient stables parce que je refusais de laisser le système m'étiqueter comme émotionnel. Je suis aussi propriétaire de la maison, dis-je, et j'ai sorti la copie de l'acte de ma pochette inifugée avec la lettre de succession. Le nom de mon grand-père en haut, mon nom indiqué comme bénéficiaire de la propriété. Le greffier a regardé l'acte et a cligné des yeux. Puis il a tapé à nouveau plus vite. Vos parents ont déposé ceci en tant que propriétaire, dit-il, la voix se serrant. Ils prétendent que vous êtes une locataire qui se maintient dans les lieux. Une locataire, répétai-je, gardant mon ton plat. Il a cliqué sur une autre pièce jointe scannée et a tourné l'écran à nouveau. Un bail d'une page. Mon nom tapé en haut. Les noms de mes parents tapés sous propriétaire. Une signature en bas qui était censée être la mienne. Ce n'était pas le cas. On aurait dit que quelqu'un avait essayé de copier mon écriture d'une vieille carte d'anniversaire et s'était ennuyé à mi-chemin. Ils l'ont falsifié, dis-je. Le greffier n'a pas dit oui. Les greffiers ne disent pas oui. Il a dit, si vous voulez que le juge voie ça aujourd'hui, vous devez déposer votre requête d'urgence maintenant. Je peux vous donner les formulaires et une demande d'audience. Il m'a passé un dossier à travers la fente, épais, agrafé, encore chaud de l'imprimante. Les mots référés d'heure à heure trônaient en haut comme une bouée de sauvetage. Quel juge, demandai-je. Il a vérifié le rôle. La juge Perrin est assignée. Puis-je passer devant elle ce matin, dis-je. Il a hésité puis a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule vers une porte intérieure qui disait assistant de justice. Je peux essayer, dit-il. Mais vous devez comprendre. Je comprends, coupai-je doucement. Si je n'obtiens pas de suspension, un huissier vide ma maison à midi. Le greffier a hoché la tête une fois, presque imperceptiblement, et a repris mon dossier pour un tampon. Le tampon est tombé fort, boum, l'encre saignant dans le papier. Un son qui le rendait réel. Il m'a rendu la requête tamponnée. Allez à la chambre 14, dit-il. Demandez à l'assistante un créneau d'urgence. Je me suis tourné pour partir, mais il a ajouté plus bas, Mademoiselle Dubois. J'ai regardé en arrière. Il a fait un signe de tête vers l'acte dans ma main. Si cet acte est enregistré à votre nom, l'affaire d'expulsion de vos parents a un problème de qualité à agir. Les juges n'aiment pas les problèmes de qualité à agir.
Je ne l'ai pas remercié comme s'il m'avait fait une faveur. Je l'ai remercié comme s'il m'avait tendu une arme que je savais utiliser. Dans le couloir devant la chambre 14, je me suis assise sur un banc en bois et j'ai rempli la requête avec une écriture lente et propre. Pas précipitée, pas tremblante, chaque ligne délibérée. Et quand j'ai atteint la section qui demandait les preuves à l'appui, j'ai listé exactement ce que le dossier montrait déjà. Mauvaise adresse. Plaignant a signé la signification. Bail falsifié. Acte enregistré à mon nom. Puis je me suis levé et j'ai marché jusqu'au guichet de l'assistante et j'ai glissé mon dossier sous la vitre. L'assistante a lu la première page, puis la seconde. Puis ses yeux se sont arrêtés sur la preuve de signification. Son visage a changé. Pas dramatique, juste alerte. Elle m'a regardé. Vous dites que la plaignante a accepté la signification au nom de la défenderesse? Oui, dis-je. Elle m'a fixé pendant une longue seconde, puis s'est levée sans un autre mot et a disparu par la porte derrière elle. J'ai attendu, les mains croisées, la respiration régulière, écoutant les voix étouffées à l'intérieur du cabinet du juge. Quand la porte s'est rouverte, l'assistante est revenue tenant mon dossier comme s'il était soudainement plus lourd. Elle s'est penchée vers la fenêtre et a parlé doucement. La juge Perrin va vous voir, dit-elle. Mais je dois vous prévenir. Vos parents ont joint un document de plus à leur dossier. Et si c'est ce à quoi ça ressemble, ce n'est pas juste une expulsion. Mon estomac s'est noué. Quel document? L'assistante a dégluti une fois. Un acte notarié, dit-elle. Un acte de vente enregistré qui prétend que la maison leur a été transférée. Mon corps est devenu froid, mais mon visage est resté immobile. Un acte, répétai-je doucement. Transféré à eux. L'assistante a hoché la tête une fois, les yeux prudents. C'est dans le dossier du tribunal comme pièce jointe. Vous le verrez quand vous serez devant la juge. Je n'ai pas discuté dans le couloir. Je n'ai pas exigé de le voir à travers la vitre comme une personne frénétique. J'ai simplement hoché la tête et dit, oui, merci. Puis je l'ai suivi à travers la porte dans la chambre 14. La salle d'audience était plus petite que le hall en bas, plus sombre, plus silencieuse, construite pour des décisions qui ruinaient les gens poliment. Quelques avocats étaient assis éparpillés sur les bancs avec des ordinateurs portables ouverts. Un homme dans un costume froissé regardait ses mains comme s'il attendait d'être puni. Et puis j'ai vu mes parents. Ils étaient assis près de l'avant avec un avocat à côté d'eux. Un homme aux cheveux argentés et à la posture calme, le genre d'avocat que les gens engagent quand ils veulent que le tribunal suppose qu'ils sont les raisonnables. Ma mère portait un gilet doux et une expression inquiète comme si elle était venue me sauver de moi-même. Mon père regardait droit devant, la mâchoire serrée. Ils n'avaient pas l'air nerveux. Ils avaient l'air préparés. Quand ma mère m'a repéré, elle a fait un petit sourire triste comme si elle était sur le point de jouer la compassion, et je ne le lui ai pas rendu. L'huissier d'audience a appelé le numéro de dossier et nous nous sommes approchés des tables. La juge Perrin a pris place et a immédiatement regardé le dossier avec un froncement de sourcils qui me disait qu'elle avait déjà vu quelque chose qu'elle n'aimait pas. « Bonjour, dit-elle. Nous avons un référé d'urgence pour suspendre l'exécution d'une ordonnance d'expulsion. Mademoiselle Dubois, vous êtes la défenderesse. » Oui, madame le juge, répondis-je. Et vous comparaissez sans avocat aujourd'hui? Oui. Son regard s'est tourné brièvement vers l'avocat de mes parents. Maître Laurent Pic pour les demandeurs, madame le juge. La juge Perrin a hoché la tête, puis m'a regardé à nouveau. Mademoiselle Dubois, vous comprenez que l'ordonnance autorise la possession aujourd'hui? Oui, dis-je. L'huissier a dit midi. La juge Perrin n'a pas réagi à l'émotion de cela. Elle a réagi à la procédure. Et dites-moi pourquoi je devrais ordonner une suspension d'urgence. J'ai glissé mon dossier en avant, les mains stables. Parce que je n'ai jamais été valablement signifié. La preuve de signification montre que la plaignante a accepté la signification à une adresse où je ne vis pas. L'adresse n'est pas la mienne, et la plaignante a signé le formulaire. Les yeux de la juge Perrin se sont plissés légèrement. La plaignante a signé le formulaire de signification? Oui, dis-je. Maître Pic a souri faiblement comme s'il était sur le point d'expliquer une technicalité. La juge Perrin l'a regardé. Maître, est-ce exact? Maître Pic s'est levé, la voix douce. Madame le juge, la signification a été effectuée conformément à la loi.
La signification à domicile est permise. L'occupante a accepté. La juge Perrin a levé une main. Ne me récitez pas la loi. Répondez à la question. Votre cliente a-t-elle signé en tant qu'occupante adulte ayant accepté la signification? Maître Pic a hésité. Puis a choisi ses mots avec soin. Oui, madame le juge. Madame Dubois a accepté la signification à l'adresse indiquée dans la plainte comme étant la dernière adresse connue de mademoiselle Dubois. Le regard de la juge Perrin est revenu vers moi. L'impasse des Tilleuls est-elle votre dernière adresse connue? Non, dis-je. Je n'y ai pas vécu en tant qu'adulte. Mon permis de conduire, mes impôts et mes factures reflètent mon adresse actuelle. J'ai glissé ma carte d'identité et une facture récente en avant. La juge Perrin les a scannés rapidement. Puis elle a regardé ma mère. Madame Dubois, dit-elle, pourquoi avez-vous accepté la signification au nom de la défenderesse à une adresse qui n'est pas sa résidence? Les lèvres de ma mère ont tremblé dans une tristesse exercée. Madame le juge, commença-t-elle doucement. Nous avons tout essayé. Elle a été instable. Elle a arrêté de nous répondre. Nous ne savions pas quoi faire d'autre. C'était là encore. Instable. Une étiquette destinée à faire cesser les questions inconfortables du tribunal. La juge Perrin n'a même pas cligné des yeux. Ce n'est pas une réponse, dit-elle. Soit vous saviez où elle vivait, soit vous ne le saviez pas. Mon père s'est penché légèrement en avant, la voix basse. Nous essayons juste de protéger la propriété. Les yeux de la juge Perrin sont restés vifs. La protéger de qui? Mon père n'a pas répondu. Ma mère a baissé les yeux comme une sainte. Maître Pic est intervenu rapidement. Madame le juge, les plaignants possèdent la maison. Ils devaient récupérer la possession. La défenderesse refuse de partir. Le regard de la juge Perrin s'est tourné vers lui. J'ai examiné les pièces, dit-elle, et son ton s'est durci. L'une d'elles est un acte notarié. Ma gorge s'est serrée. La juge Perrin a soulevé une seule page du dossier et l'a tenue en l'air. La pièce C est un acte de vente enregistré prétendant transférer la propriété de Thérèse Dubois à marqué Diane Dubois, dit-elle. Enregistré il y a 2 semaines. Ma mère a inspiré doucement comme si elle allait pleurer. Le visage de mon père est resté plat. La juge Perrin m'a regardé. Mademoiselle Dubois, avez-vous signé un acte transférant cette propriété à vos parents il y a 2 semaines? Non, dis-je. La voix de Maître Pic est intervenue, mielleuse. Madame le juge, nous avons un acte notarié au dossier. Les yeux de la juge Perrin se sont braqués sur lui. Je ne vous ai pas interrogé. Puis elle m'a regardé à nouveau. Vous dites que cet acte est frauduleux. Oui, répondis-je, et je peux prouver que je n'étais présente pour aucune signature. J'étais au travail ce jour-là et mon employeur a des relevés d'accès. Le stylo de la juge Perrin a cessé de bouger. Des relevés d'accès, répéta-t-elle. Oui, dis-je calmement. Entrée par badge et enregistrement des caméras de sécurité. Horodaté. L'expression de Maître Pic s'est tendue. Madame le juge, cela se transforme en litige sur le titre de propriété. Les affaires de succession appartiennent à une chambre différente. Le regard de la juge Perrin s'est durci. Elle fit une pause, puis prononça la phrase qui fit enfin bouger mes parents sur leur siège. Je ne suis pas à l'aise avec l'exécution d'une ordonnance d'expulsion sur ce dossier. Maître Pic ouvrit la bouche. La juge Perrin le coupa. Je vais traiter la suspension d'abord, dit-elle. Mademoiselle Dubois, avez-vous une preuve de propriété enregistrée actuellement à votre nom? Oui, dis-je. Et j'ai sorti le relevé du service de la publicité foncière, SPF, que j'avais demandé ce matin-là au greffier en bas. Mon résumé de dossier immobilier tamponné. La juge Perrin l'a pris, scanné, et ses sourcils se sont légèrement haussés. Il montre que la propriété vous a été distribuée par la succession de votre grand-père, dit-elle en lisant. Enregistré l'année dernière. Puis il montre un acte de vente il y a 2 semaines, la transférant à vos parents. Elle me regarda à nouveau. Et vous n'y avoir signé cet acte? Oui. La juge Perrin s'est penchée légèrement en arrière et a fixé la pièce de l'acte. Puis elle a regardé le bloc du notaire en bas. Ses yeux se sont plissés.
Maître Pic ne l'a pas remarqué assez vite. Mes parents si. Les épaules de ma mère se sont raidies. La juge Perrin a tapé sur le numéro de sceau du notaire avec son stylo. Maître, dit-elle. De quel notaire s'agit-il? Maître Pic cligna des yeux. Madame le juge. Quel notaire? La juge Perrin répéta plus sèchement. Maître Pic regarda en bas. Il semble que ce soit un notaire nommé Carla Mendès. La juge Perrin regarda mon père. Monsieur Dubois, dit-elle. Connaissez-vous Carla Mendès? La bouche de mon père s'ouvrit, puis se ferma. Ma mère répondit pour lui, la voix mince. C'est une amie. Le regard de la juge Perrin resta fixe. Une amie qui a notarié un acte transférant la maison héritée de votre fille à vous il y a 2 semaines. Maître Pic essaya à nouveau, l'urgence s'insinuant. Madame le juge, l'acte est enregistré. Il est présumé valide. La juge Perrin ne cligna pas des yeux. Présumé valide n'est pas immunisé. Elle se tourna vers l'huissier d'audience. J'émets une ordonnance de suspension d'urgence de l'expulsion, dit-elle. Effective immédiatement. Notifiez le bureau des huissiers. Mes poumons se sont desserrés dans une expiration calme et contrôlée. La juge Perrin a continué, la voix nette. Ceci est suspendu en attendant une audience sur l'opposition au jugement et un renvoi pour fraude potentielle concernant l'acte. Le visage de ma mère s'est crispé. Madame le juge. La juge Perrin l'a regardé. Stop, dit-elle. Vous n'avez pas la parole maintenant. Puis la juge m'a regardé à nouveau. Mademoiselle Dubois, dit-elle. J'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Si cet acte est frauduleux, vous avez besoin de plus qu'une suspension d'expulsion. Vous devez protéger le titre de propriété immédiatement. Je sais, dis-je. La juge Perrin a hoché la tête. Bien, parce que j'ordonne que le service de la publicité foncière soit notifié d'une transaction frauduleuse potentielle. Le visage de Maître Pic est devenu pâle et puis la juge Perrin a ajouté, calme mais définitive, et je veux que le notaire comparaisse en personne avec son répertoire des actes. Mes parents se sont figés. Les yeux de ma mère se sont légèrement écarquillés. Et la mâchoire de mon père s'est tellement serrée qu'un muscle a sauté. Parce qu'un répertoire de notaire n'est pas une histoire. Ce sont des horodatages, des signatures, des pièces d'identité. C'est une preuve. La juge Perrin a posé le dossier. Audience fixée pour demain matin, dit-elle. Mademoiselle Dubois, apportez vos relevés d'accès employeur. Les demandeurs apporteront le notaire et l'acte original. Si quelqu'un ne comparaît pas, il y aura des conséquences. Les lèvres de ma mère se sont entr'ouvertes, et pour la première fois, le masque inquiet ressemblait à ce qu'il était. De la peur. Alors que la juge descendait, l'huissier d'audience a remis à Maître Pic l'ordonnance de suspension à distribuer. J'ai pris ma copie et je suis sorti sans regarder mes parents. Dans le couloir, mon téléphone a vibré avec un appel entrant. Maître Renard, j'ai répondu immédiatement. J'ai obtenu la suspension, ai-je dit. Son soulagement était audible. Bien reçu, répondit-il. Envoyez-moi une photo de l'ordonnance signée par SMS. Je préviendrai le bureau et nous nous retirerons. Je l'envoie maintenant, dis-je. J'ai pris une photo claire et l'ai envoyée. Puis, alors que je me tournais vers les escaliers, j'ai entendu la voix de ma mère derrière moi. Basse, urgente, plus douce du tout. Tu penses que ça s'arrête là, siffla-t-elle. Tu ne comprends pas ce que tu viens de commencer. Je ne me suis pas retourné parce que je comprenais très bien. Si l'acte était faux, ce n'était plus une question d'expulsion. C'était une question de savoir jusqu'où mes parents étaient prêts à aller pour voler le cadeau d'un homme mort à leur propre fille. Et demain, avec ce répertoire de notaire sur une table de tribunal, nous allions le découvrir. Je ne suis pas rentré seul. Pas parce que j'avais peur d'être chez moi, mais parce que j'avais fini de laisser mes parents contrôler l'environnement. Après avoir envoyé la photo de l'ordonnance à Maître Renard, j'ai appelé le bureau des huissiers qu'ils m'avaient noté plus tôt et leur ai demandé de confirmer qu'ils avaient reçu la suspension. La voix du répartiteur était brève, neutre. Oui, madame. Nous avons la suspension au dossier. L'exécution est annulée. Puis j'ai fait la chose suivante calmement sans demander la permission à personne.
J'ai conduit directement au service de la publicité foncière. C'était encore tôt et la salle d'attente sentait le papier et la climatisation rance. Les gens étaient assis sur des chaises en plastique tenant des certificats, des états hypothécaires, des avis d'imposition. Pas de drame, juste de l'administration. J'ai pris un numéro et j'ai attendu. Quand mon numéro a été appelé, je me suis avancé au guichet et j'ai glissé ma pièce d'identité et le relevé du SPF en avant. L'acte de succession de mon grand-père et le nouvel acte de vente qui était censé avoir transféré la propriété à mes parents. J'ai besoin de placer une alerte pour fraude sur mon dossier immobilier, dis-je. Un juge a émis une suspension aujourd'hui et a signalé l'acte pour fraude potentielle. La greffière derrière le comptoir, milieu de la trentaine, cheveux tirés en arrière, yeux vifs, a regardé le numéro de l'acte et a tapé. Son expression a changé presque immédiatement. Madame, dit-elle, cet acte de vente a été enregistré il y a 2 semaines. Oui, et il a été soumis en personne, dit-elle, les yeux scannant les notes de réception, avec une reconnaissance notariée jointe. J'ai gardé ma voix calme. Je ne l'ai pas signé. Un juge a ordonné au notaire de comparaître avec son répertoire demain. La greffière n'a pas répondu avec sympathie. Elle a répondu avec procédure. Avez-vous le numéro de dossier du tribunal, demanda-t-elle. Je le lui ai donné. Elle l'a tapé dans un champ de notes et a imprimé un petit formulaire. Remplissez ceci. Nous attacherons un drapeau d'alerte fraude au dossier de la parcelle. Cela n'invalide pas l'acte automatiquement, ajouta-t-elle. Mais cela place un avis public que la transaction est contestée et cela peut déclencher une vérification supplémentaire si quelqu'un essaie d'enregistrer plus de documents. C'était exactement ce dont j'avais besoin. J'ai signé le formulaire avec ma signature normale, lente, propre, et je l'ai repoussé. La greffière l'a tamponné et l'a ajouté au fichier. Puis elle a fait quelque chose qui a noué mon estomac à nouveau. Elle a cliqué sur l'image numérique de l'acte et a zoomé sur le bloc du notaire. Puis-je vous poser une question, dit-elle prudemment. Oui. Elle a tapé sur l'écran avec son stylo. Savez-vous pourquoi le numéro de commission du notaire a l'air bizarre? Ma gorge s'est serrée. Bizarre comment? Elle a tourné légèrement l'écran pour que je puisse voir. Le numéro de commission avait un chiffre barré et réécrit. Une correction minuscule maintenant presque invisible à moins d'être formée pour remarquer les problèmes de réception. Cette correction aurait dû déclencher un rejet, dit-elle doucement. Mais ce n'est pas le cas. C'est passé. J'ai fixé l'écran et j'ai senti ma colère s'aiguiser en focus. Un chiffre barré dans une reconnaissance légale n'est pas une faute de frappe. C'est une ouverture. Pouvez-vous imprimer cette image, demandai-je. Elle a hoché la tête une fois. Oui, et j'imprimerai aussi les métadonnées de réception. Quand elle m'a remis les pages, elles étaient chaudes et officielles. Exactement ce avec quoi mes parents ne pouvaient pas argumenter plus tard. J'ai quitté le bureau des hypothèques avec la confirmation de l'alerte fraude dans mon sac et je suis rentré chez moi. Mon esprit fonctionnait comme une machine propre. Si l'acte était falsifié, il n'y avait que quelques façons dont il aurait pu être enregistré. Un notaire qui a menti. Une signature qui n'était pas la mienne. Une pièce d'identité fausse ou volée. J'avais été quelqu'un qui croyait que je ne me battrais pas parce que je serais trop choqué pour bouger. Quand je suis entré dans mon allée, ma maison avait l'air normal, calme, soleil sur le bardage, lumière du porche éteinte. Mais la voiture de mes parents était garée de l'autre côté de la rue à nouveau. Ils regardaient encore. Je ne leur ai pas donné le spectacle qu'ils voulaient. Je suis entré dans ma maison, j'ai verrouillé la porte et je suis allé directement à la table de la cuisine. Puis j'ai fait ce qu'ils n'attendaient jamais que je fasse. J'ai appelé mon employeur, pas pour me plaindre, pas pour pleurer, pour demander des relevés. Le bureau de sécurité de mon entreprise a répondu à la 2e sonnerie. Sécurité, dit un homme. C'est Thérèse Dubois, répondis-je. J'ai besoin des relevés d'accès par badge pour il y a 2 semaines, spécifiquement toute la journée du 13. Il y eut une pause. Pourquoi? Parce qu'un acte a été déposé prétendant que je l'ai signé devant un notaire ce jour-là, dis-je calmement. Et j'ai besoin de documenter où j'étais. Le ton à l'autre bout a changé instantanément. Compris, dit-il. J'aurai besoin d'une demande par email et d'un numéro de dossier s'il y en a un. J'en ai un, répondis-je. Et je le lui ai donné. Il n'a pas demandé si j'allais bien.
Il n'en avait pas besoin. Il a dit, nous sortirons les entrées de badge et les relevés du portail de parking. Si les caméras ont encore des images, nous les préserverons. Préserver. Ce mot ressemblait à une protection. Quand j'ai raccroché, j'ai regardé par ma fenêtre avant à nouveau. Ma mère était sur le trottoir maintenant, téléphone pressé contre son oreille, faisant les 100 pas comme si elle essayait de contenir son impatience. Mon père se tenait les bras croisés, fixant ma maison comme si elle lui devait des excuses. Puis ma sonnette a retenti une fois et quand je n'ai pas répondu, elle a retenti à nouveau. Je n'ai pas bougé vers la porte. J'ai bougé vers mon téléphone. J'ai ouvert mon application caméra et j'ai commencé à enregistrer. Je le tenais bas, capturant l'horodatage et le son. Puis j'ai marché jusqu'à la porte et j'ai parlé à travers sans rien déverrouiller. Oui. La voix de ma mère est venue sèche à travers le bois. Ouvre la porte. Non, répondis-je. La voix de mon père a suivi, contrôlé. Nous sommes ici pour résoudre ça en famille. J'ai gardé mon ton plat. Vous avez déposé une expulsion contre moi. Vous avez falsifié un bail. Vous avez enregistré un faux acte. Ce n'est pas la famille. C'est de la fraude. La voix de ma mère s'éleva. Comment oses-tu? Je n'ai pas répondu à ça. J'ai posé une question à la place. Pourquoi avez-vous fait ça? Silence. Puis mon père parla, voix basse et froide. Parce que grand-père a promis que la maison resterait dans la famille, dit-il. Et tu prenais des décisions que nous n'approuvions pas, j'ai senti ma mâchoire se serrer. Je suis la famille, dis-je. Ma mère a craqué. Tu es ingrate. Cet homme aurait voulu que nous l'ayons. J'ai inspiré lentement. Non, il ne le voulait pas, dis-je. C'est pourquoi l'acte est à mon nom. La voix de mon père a baissé encore plus comme s'il offrait un avertissement. Demain, le notaire dira que tu as signé. Je n'ai pas bronché. Alors demain, elle produira son répertoire, dis-je. Et il montrera ce qu'elle prétend avoir vérifié. La voix de ma mère est redevenue douce. Trop douce. Tu ne veux pas ruiner des vies pour de la paperasse, Thérèse. Cette phrase m'a tout dit. Ils n'avaient pas peur de perdre la maison. Ils avaient peur de ce que la trace écrite révélerait sur la façon dont ils avaient essayé de la prendre. J'ai gardé ma voix calme. Vous avez déjà choisi de ruiner ça, dis-je. Je m'assure juste que c'est enregistré correctement. Puis j'ai mis fin à la conversation de la même manière que je mettais fin à toutes les conversations avec des gens essayant de manipuler le moment. J'ai arrêté de parler. Dehors, j'ai entendu ma mère inspirer fort, puis expirer avec un calme forcé. Bien, dit-elle à travers la porte. On se voit au tribunal. Leurs pas se sont éloignés. Je n'ai pas arrêté d'enregistrer jusqu'à ce que j'entende la portière de leur voiture claquer. 1 heure plus tard, mon email a sonné depuis le bureau de sécurité de mon employeur. Objet, relevé d'accès par badge demandé par Thérèse Dubois. J'ai ouvert la pièce jointe. Et c'était là en noir et blanc. Heure d'entrée, heure de sortie, accès aux portes internes, portail de parking. Le relevé me montrait entrant dans le bâtiment ce matin-là et ne partant pas avant 18 heures. Pas de trop. Pas de temps pour traverser la ville, signer un acte, et revenir inaperçu. Puis un autre email est arrivé. Celui-ci du greffier des hypothèques. Objet, confirmation alerte fraude. Dossier parcelle joint. L'avis officiel de placement d'alerte fraude et l'image imprimée montrant le numéro de commission du notaire corrigé. J'ai empilé les documents sur ma table comme si je construisais un mur parce que demain n'allait pas porter sur ce que mes parents prétendaient. Ça allait porter sur ce à quoi le répertoire du notaire pourrait survivre. Et juste avant que je ferme mon ordinateur portable, mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu. Une phrase, si tu viens demain, tu perdras plus qu'une maison. Ma peau est devenue froide. Pas parce que j'avais peur, mais parce que les menaces signifiaient qu'il savait ce qui arrivait et il ne pensait pas pouvoir l'arrêter proprement. Je n'ai pas répondu au numéro inconnu. J'ai fait une capture d'écran de la menace, l'ai enregistrée dans un dossier étiqueté avec le numéro de l'affaire et je me l'ai transféré avec la ligne d'objet, menace reçue veille de l'audience. Puis j'ai fait la chose la plus simple et la plus importante. Je suis allé dormir. Pas paisiblement, pas facilement, mais j'ai forcé mon corps à se reposer parce que l'épuisement vous rend négligent.
Et mes parents avaient construit tout leur plan sur le fait que je sois trop fatigué, trop choqué, trop seul pour me battre. À 8h45 le lendemain matin, je suis rentré dans la chambre 14 avec un seul dossier et un visage calme. Mes parents étaient déjà là avec leur avocat. Ma mère portait un gilet légèrement différent comme si elle croyait que les changements de costume réinitialisaient le récit. Mon père avait l'air impatient, mâchoire serrée, yeux fixés sur le siège du juge comme s'il attendait la permission de prendre ce qu'il avait décidé lui appartenir. Et assise derrière eux, posture raide, sac à main serré fort, se trouvait le notaire, maître Carla Mendès. Et elle ne ressemblait en rien à ce que j'avais attendu. Pas suffisante, pas confiante, juste tendue comme si on lui avait dit de venir et de répéter une ligne. Et elle priait pour que personne ne pose la mauvaise question. Quand l'huissier d'audience a appelé l'affaire, la juge Perrin a pris place avec la même expression concentrée qu'elle avait portée hier. Seulement aujourd'hui, elle semblait plus tranchante, moins tolérante. « Bonjour, dit-elle. Nous sommes ici sur l'opposition au jugement par défaut de la défenderesse et l'inquiétude du tribunal concernant un acte de vente notarié soumis comme pièce à conviction. » Elle regarda directement l'avocat de mes parents. « Maître, avez-vous l'acte original ?» Maître Pic se leva. « Oui, madame le juge. » Il a tenu une enveloppe Kraft comme si c'était sacré. La juge Perrin tourna son regard vers le notaire. « Maître Mendès, dit-elle. Vous êtes notaire public commissionné dans cet état. »« Oui, madame le juge, répondit Carla, la voix mince. »« Et vous avez notarié un acte transférant la propriété de Thérèse Dubois à Marc et Diane Dubois le 13, dit la juge. »« Exact. » Carla déglutit. « Oui. » La voix de la juge Perrin resta calme. Carla hésita un demi-battement de cœur. Maître Pic parla rapidement. « Madame le juge, la notarisation a été effectuée correctement. La reconnaissance est complète. Le répertoire n'est pas nécessaire. » La juge Perrin le regarda comme s'il avait suggéré qu'elle ignore la gravité. « Asseyez-vous, dit-elle. » Maître Pic s'assit. La juge Perrin garda ses yeux sur Carla. « Le répertoire, maintenant. » Les mains de Carla tremblaient alors qu'elle ouvrait son sac. Elle sortit un petit livre noir, couverture rigide, bords usés, et le teint comme s'il pesait 10 kilos. Elle l'apporta au greffier qui le remit à l'huissier, qui le porta à la juge. La juge Perrin l'ouvrit, et la salle devint silencieuse de cette façon qui rend chaque déglutition bruyante. La juge Perrin passa un doigt sur les entrées puis s'arrêta. Elle leva les yeux. « Maître Mendès, dit-elle uniformément. Veuillez dire au tribunal quelle identification vous avez vérifiée pour Thérèse Dubois le 13. » Carla cligna des yeux rapidement. Son permis de conduire. La juge Perrin regarda en bas. Votre entrée de répertoire liste un numéro de permis de conduire finissant par 931. Mon estomac s'est noué. Mon permis ne finissait pas par 931. La juge Perrin leva les yeux à nouveau. Mademoiselle Dubois, me dit-elle, quels sont les 3 derniers chiffres de votre numéro de permis de conduire? Je répondis sans hésitation. 617. La juge Perrin hocha la tête une fois. Puis elle regarda Carla et le calme dans sa voix devint autre chose, quelque chose de dangereux. Donc le répertoire ne correspond pas au permis réel de la défenderesse, dit-elle. Expliquez. Les lèvres de Carla s'entr'ouvrirent et se refermèrent. Ses yeux se dirigèrent vers mes parents juste une fois, si petits que la plupart des gens l'auraient manqué. Mais la juge Perrin ne manquait rien. Maître Pic se leva trop vite. Madame le juge, les répertoires peuvent contenir des erreurs d'écriture. La juge Perrin le coupa. Assez. Elle tourna le répertoire légèrement et lut la ligne suivante dans le dossier. Cette entrée liste le signataire comme Thérèse Dubois, dit-elle. Et sous signature, il y a un gribouillage qui ne ressemble pas à la signature sur les documents de la défenderesse. Elle tourna son regard vers Carla. Avez-vous été témoin de la signature de cet acte par Thérèse Dubois en votre présence? La voix de Carla sortit tendue. Oui. La juge Perrin n'a pas élevé la voix. Elle a simplement tendu la main vers l'impression que j'avais soumise hier, les relevés d'accès de mon employeur, et les a tenus en l'air. Mademoiselle Dubois, dit-elle. Vous avez déclaré que vous étiez au travail toute la journée. Oui, répondis-je. Avez-vous une documentation, demanda-t-elle, montrant que vous étiez physiquement présente? Oui, dis-je,
et j'ai glissé en avant les relevés de badge et l'email de certification du bureau de sécurité. Puis j'ai ajouté la seule chose que les gens comme mon père oublient toujours qui existe. Mon relevé de portail de parking avec un scan de plaque horodatée. La juge Perrin a scanné la première page, puis la seconde. Ses yeux se sont plissés aux horodatages. Puis elle a regardé Carla. « Maître Mendès, dit-elle. À quelle heure avez-vous notarié cet acte ?» Carla déglutit. « Vers midi. » La juge Perrin se tourna vers le relevé. Le relevé de badge de la défendresse la montre à l'intérieur d'un bâtiment sécurisé à midi avec accès aux portes internes, dit-elle. Son relevé de portail de parking montre son véhicule à l'intérieur du garage contrôlé. Elle n'est pas partie. Le visage de Carla s'est tendu et sa voix a craqué légèrement. Peut-être que c'était plus tard. La juge Perrin a tourné le répertoire à nouveau. Votre répertoire liste l'heure à 12h15, dit-elle. Donc, non, pas plus tard. Maître Pic avait l'air de vouloir disparaître. Les mains de ma mère étaient serrées si fort que ses doigts paraissaient pâles. Mon père regardait droit devant comme si refuser de regarder la preuve l'empêcherait d'exister. La juge Perrin posa le répertoire doucement et se pencha en avant. Maître Mendès, dit-elle, êtes-vous familière avec les conséquences de notarier une signature dont vous n'avez pas été témoin? Les yeux de Carla se remplirent de panique. Oui. Alors je vais vous demander une dernière fois. La juge Perrin dit, avez-vous vu Thérèse Dubois signer cet acte? La bouche de Carla trembla et ses yeux filèrent à nouveau vers mes parents. Ma mère secoua la tête légèrement, minuscule, désespérée. Mon père ne bougea pas du tout. Carla expira un souffle tremblant, et quand elle parla, le mensonge s'effondra finalement sous son propre poids. Non, chuchota-t-elle. Je ne l'ai pas vu. La salle d'audience n'a pas explosé. Elle s'est juste réinitialisée comme si la vérité avait basculé un interrupteur et tout dans la pièce était maintenant sur un circuit différent. La voix de la juge Perrin devint froide et précise. Merci, dit-elle. C'est tout. Ma mère fit un petit bruit, moitié halètement, moitié colère, puis claqua sa bouche comme si elle s'était souvenue que les caméras existaient. Maître Pic se leva à nouveau, la voix craquant d'urgence. Madame le juge, ceci dépasse le cadre. La juge Perrin leva la main. Asseyez-vous. Il s'assit. La juge Perrin regarda mes parents. Marc Dubois, dit-elle. Diane Dubois, levez-vous. Ils se levèrent lentement et comme si la gravité avait changé. La juge Perrin parla sur un ton qui n'avait pas besoin de volume. Ce tribunal annule le jugement par défaut. Elle dit, l'ordonnance d'expulsion est dissoute. La procédure pour occupation sans droit ni titre est rejetée pour défaut de signification régulière et défaut de qualité à agir. La bouche de mon père s'ouvrit. La juge Perrin continua. Ce tribunal renvoie l'acte de vente au procureur de la République pour enquête sur transactions frauduleuses et conspiration, et renvoie le notaire à l'autorité de commission pour révocation potentielle. Les yeux de ma mère s'écarquillèrent. Madame le juge. Le regard de la juge Perrin la coupa. Non. Puis la juge me regarda. Mademoiselle Dubois, dit-elle, vous obtiendrez une copie certifiée de l'ordonnance d'aujourd'hui et l'enregistrerez au service de la publicité foncière. Vous poursuivrez également une correction de titre par la voie civile appropriée. Basé sur ce que j'ai vu, vous devriez maintenant envisager une ordonnance de protection d'urgence également. Je le ferai, dis-je. La juge Perrin hocha la tête une fois, et puis elle délivra la ligne qui fit enfin paraître mes parents effrayés. Et si l'un ou l'autre des plaignants tente toute action supplémentaire pour vous retirer de cette propriété, contactez les forces de l'ordre immédiatement. Les ordonnances de ce tribunal ne sont pas des suggestions. L'audience s'est terminée avec de la paperasse, des tampons, et le genre de silence qui ne vient qu'après que les gens réalisent que le système n'est plus de leur côté. Dehors de la salle d'audience, mes parents ne m'ont pas approché. Ils ne pouvaient pas. Maître Pic évitait entièrement mes yeux, leur parlant par phrases rapides et basses comme s'il essayait de les faire sortir du bâtiment avant que quelqu'un ne décide de les détenir. Carla Mendès sortit dans l'autre direction, visage pâle, serrant son sac comme si c'était un radeau de sauvetage. Et je suis allé directement en bas au greffe et j'ai demandé des copies certifiées conformes. Le tampon est tombé fort, boum encore et encore. Certifié. Certifié. Certifié.
puis j'ai conduit directement au service de la publicité foncière et j'ai enregistré l'ordonnance du juge contre le dossier de la parcelle, l'attachant à l'alerte fraude déjà en place. La greffière qui m'avait aidé hier n'a pas souri. Elle a juste hoché la tête une fois quand elle a vu la signature du juge comme si elle avait attendu que la paperasse rattrape son retard. En sortant, mon téléphone a vibré à nouveau. Numéro inconnu. Cette fois c'était une ligne, plus courte que la dernière. Oublie ça. J'ai fait une capture d'écran quand même parce que les gens comme mes parents ne s'arrêtent pas parce qu'ils se découvrent une conscience. Ils s'arrêtent parce que les portes se ferment. Au cours des semaines suivantes, j'ai regardé les conséquences se dérouler sans les poursuivre. Le bureau des hypothèques a confirmé que l'acte était signalé et sujet à enquête. La commission du notaire a été mise sous examen. Le bureau de sécurité de mon employeur a préservé les images de moi entrant dans le bâtiment ce matin-là et ne partant jamais. Le bureau des huissiers a ajouté l'ordonnance de suspension et de rejet à leur système pour que personne ne puisse se présenter à 6 heures du matin avec des papiers et prétendre que c'était la routine. Et mes parents, des gens qui avaient passé toute ma vie à me dire que le nom de famille comptait, ne pouvaient pas me regarder dans les yeux sans voir leur propre signature sur un mensonge. Ils ne se sont jamais excusés. Ils n'avaient pas l'équipement émotionnel pour la responsabilité. Ma mère a envoyé un email qui essayait de réécrire toute l'affaire comme un malentendu. Mon père n'a rien envoyé du tout, mais je n'avais pas besoin d'excuses. J'avais besoin de ma maison. Et j'avais besoin que le cadeau de mon grand-père reste là où il l'avait mis, avec moi, la personne en qui il avait confiance. Un soir, je me suis tenu dans le salon et j'ai regardé la lumière du soleil traverser les fenêtres. Les mêmes fenêtres que mes parents avaient essayé de voler en entrant au tribunal avec du papier falsifié. Je ne me sentais pas triomphante. Je me sentais calme. Le genre de calme qu'on gagne quand on arrête de supplier d'être traité équitablement et qu'on commence à forcer les gens à faire face aux faits. Quelques semaines plus tard, la rue semblait normale à nouveau. Pas de voiture de police au trottoir. Pas de parents de l'autre côté de la route regardant comme des prédateurs. L'alerte fraude est restée sur le dossier de propriété jusqu'à ce que le processus de correction de titre soit terminé. Et chaque lettre officielle qui arrivait allait dans le même dossier avec le numéro de l'affaire sur la tranche. J'ai remplacé la serrure de la porte d'entrée, installé une petite caméra près du porche, et gardé des copies certifiées de l'ordonnance du juge dans un endroit sûr. Pas parce que je voulais vivre dans la peur, mais parce que je voulais vivre dans la réalité. Mes parents avaient prouvé qu'ils utiliseraient les institutions comme des armes. J'ai appris à utiliser les mêmes institutions comme des boucliers.